Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue à l'écoute donc de Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.com sur internet pour nous voir et nous entendre 24 heures sur 24. C'est l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée par Alexandre. Et notre invité est aujourd'hui Jean-Gabriel Grellet. Monsieur Grellet, bonjour. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ah oui, bien ma foi, fort bien, malgré ce froid. Malgré ce froid, je suis ravi de vous recevoir sur cette antenne. À nouveau, j'ai envie de dire, et cette fois-ci seul. On se reverra sûrement une prochaine fois en compagnie d'Alain Boudier. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler de votre livre Documents interdits, la fin d'un secret. C'est l'édition revue et augmentée dont nous allons parler aujourd'hui. On va aussi même en fin d'émission montrer tout simplement que la divulgation, ou en tout cas les preuves, que de très hautes autorités s'intéressent au sujet et ne s'en cachent plus, sont déjà là. C'est dans votre livre. C'est tout à fait passionnant. Ce sera pour la fin de cette émission. Je rappelle que ce livre est sorti aux éditions d'Hervy Poche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Gabriel Grellet, je vais vous demander en quelques mots, parce qu'il y a trop de choses à dire, je ne saurais pas quoi choisir, de résumer votre carrière aux auditeurs de la radio. Eh bien écoutez, ma carrière, si l'on peut dire, a commencé avant que j'ai 20 ans. Je suis arrivé aux États-Unis, j'avais un peu plus de 19 ans. Et je faisais partie de ces Français, Belges, Danois, qui étaient des MDAP students. Alors, MDAP, c'était Mutual Defense Atlantic Pact. Il s'agissait du nom de cette époque du pacte atlantique. Et les Américains nous avaient à tous donné des chasseurs bombardiers extrêmement efficaces, les F-84G, mais nos écoles n'avaient pas, aussi bien en Belgique qu'au Danemark qu'en France, nos écoles n'avaient pas les moyens de sortir très rapidement le nombre de pilotes de chasse nécessaires, si bien que les Américains, l'US Air Force, a ouvert ses écoles, ce qui s'appelle maintenant une académie. C'était d'ailleurs des écoles d'officiers, exclusivement des écoles d'officiers. Et nous n'avons pas eu de traitement particulier. Nous étions obligés naturellement de suivre les cours en anglais. Et nous devions faire exactement comme les Américains. Et bien, ma foi, je dirais que ce fut fait. Et relativement bien fait, si bien que à l'époque, je dirais 75%, 70% des pilotes de chasse de l'armée de l'air ont été formés par les États-Unis. Et puis par la suite, le Canada a pris la relève. Et donc, même pas un tiers était formé par les écoles françaises. Voilà. Vous y avez vu une différence dans la manière de former, peut-être dans l'ouverture d'esprit, peut-être plus fermé, plus ouvert Oh, la grosse différence, c'était que les Américains qui utilisaient des réacteurs qui en moyenne allaient 2 fois plus vite et pesaient 3 fois plus lourd que les chasseurs précédents, que la génération précédente de chasseurs, eux avaient mis au point des techniques appropriées pour utiliser ces avions à la fois rapides, ces avions qui avaient une inertie énormément supérieure à celle des chasseurs précédents. Chose que la France n'avait pas encore faite. Et nous avons payé fort cher en rentrant en France le fait d'utiliser des avions de 10 tonnes qui allaient à 800 ou 900 à l'heure, avec des procédures qui étaient faites pour des chasseurs légers qui pesaient, je vous dis, 3 fois moins lourd et qui allaient 2 fois moins vite. La suite de votre carrière, Jean-Gabriel Grellet? Oh, elle a été extrêmement simple. J'ai fait 5 ans et demi. Normalement, c'était 5 ans prévus, mais il y a eu l'affaire de Suez, donc je fais 5 ans et demi dans la chasse française. J'ai eu la chance, je dis bien surtout maintenant, je pense que c'est une chance énorme, d'aller en Indochine à la fin du conflit, donc simplement pour surveillance de temps de paix. Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai eu la chance de faire partie de ces pilotes de chasse qui n'ont jamais lancé une bombe au napalm sur les populations civiles, et j'en suis maintenant, surtout maintenant, extrêmement heureux. Voilà. Pour la suite, eh bien, ma foi, j'ai réussi à faire à peu près seul maths sup, maths spé, en tout cas la préparation du concours d'entrée à Air France, que j'ai réussi, je ne sais pas trop, un peu miraculeusement. Et j'ai été pris à Air France, maintenu sous les drapeaux
pendant 6 mois de plus à cause de l'affaire de Suez. Disons pour simplifier les choses qu'après avoir travaillé dans le civil pendant 3 ans pour le BRGM, recherche d'uranium dans les pays d'Afrique en général, je suis rentré finalement à Air France et j'ai eu une carrière tout à fait classique et une carrière tout à fait satisfaisante puisque je suis vivant pour en parler. Jean-Gabriel Grellet, à quel moment vous êtes-vous intéressé à ces objets volants non identifiés? Est-ce que vous y êtes intéressé parce que vous en avez vu vous-même, ou est-ce que vous y êtes intéressé parce que c'est vraiment un sujet dont on parle entre pilotes? Alors, je m'y suis intéressé pour la première fois, et ça a été la bonne, en juillet 1952, au moment du survol de Washington. C'était, je crois me souvenir, un week-end, puisqu'on était au Cadet Club, on écoutait de la musique classique. On était quand même un certain nombre. Puis à l'époque, il n'y avait pas trop le rock. J'étais assez surpris dans votre livre, vous relatez cet événement, que nous écoutions de la musique classique alors qu'on peut imaginer des jeunes gens en train d'être formés justement au pilotage d'avions, écouter plutôt du rock ou du jazz. Ah mais le rock existait très peu, le jazz existait, mais à l'époque c'était vraiment... Je dirais que c'était plutôt les Français qui s'intéressaient au jazz Nouvelle-Orléans. Après en avoir été privés pendant toute la guerre, pendant toute l'occupation. Et je sais que dans mon lycée, même dans ma classe, on avait en terminale, en première et en terminale, on avait un petit orchestre de jazz. Le Bugle College Band, ça fait très bien. Mais c'était du jazz, que, si j'ose dire, complètement classique, le jazz Nouvelle-Orléans d'avant la guerre. Voilà. Et pour le reste, non, effectivement, on était assez intéressants, on était en tout cas assez nombreux à écouter de la musique classique. D'accord, alors c'était juste une parenthèse, alors effectivement, vous y êtes intéressé donc quand en 1952, alors que vous étiez formé, vous étiez aux États-Unis, oui. vous écoutiez de la musique classique et puis la radio s'arrête, enfin il y a un flash, et dans ce flash on dit, bon bah voilà, Washington... Voilà, la zone interdite, et Dieu sait que c'est celle qu'on connaissait vraiment plus que toutes les autres. On était encore en primary, c'est-à-dire qu'on pilotait des T6, on apprenait les bases de l'aviation, et on n'était pas encore du tout formé comme pilote de chasse, on était seulement formé comme pilote de monomoteur. Et on savait très bien ce qu'était une zone interdite, et la principale zone interdite, elle couvrait Washington, les installations militaires et naturellement la Maison-Blanche. Et que cette zone soit survolée un soir sans que rien n'ait indiqué une arrivée d'avion, parce que ça c'est très important. Déjà à l'époque, pratiquement tout l'Atlantique était couvert, l'Atlantique, le Canada, etc., était couvert par des zones de défense ADIZ, Air Defense Identification Zone, des zones d'identification, et tous les avions qui s'approchaient des États-Unis devaient traverser pendant plusieurs heures ces immenses zones d'identification, et naturellement, s'ils n'étaient pas capables de s'identifier, ils étaient abattus à l'époque. Or, imaginez que des avions arrivent au-dessus de Washington sans être passés en quelque sorte par ces zones d'identification. Nous déjà, on était complètement bluffés. On se dit, mais qui a fait ça? Les Russes, on n'y croyait pas du tout, curieusement. Déjà, on savait que les Russes avaient payé un prix très lourd de leur, de leur participation à la guerre contre les nazis, et véritablement, la Russie était exsangue. Même encore en 1953, ils n'avaient pas... quand on étudiait leurs bombardiers, ils avaient quelques bombardiers, mais il n'y avait rien de très impressionnant. Alors que les États-Unis avaient récupéré les fusées de Wernher von Braun, que les arsenaux augmentaient constamment, les Russes n'avaient pas grand-chose, et en tout cas étaient très en retard dans ce domaine. Donc on ne pouvait même pas, on n'a même jamais imaginé que c'était les Russes qui venaient se promener au-dessus de Washington. En plus, si les Russes s'étaient promenés au-dessus de Washington, je dis tout de suite, c'était un casus belli. C'était la déclaration de la guerre immédiate. Or, ça n'a absolument pas été le cas.
Bon, je n'en dis pas plus parce que l'affaire est connue. Hmm. On sait maintenant que c'était des inversions de température. C'est c'est ça, hein, non? C'est des reflets de toit de voiture. Non, non, c'était des inversions de température. Alors, si les inversions de température donnaient des échos aussi précis sur le radar, on n'aurait jamais utilisé le radar pour la circulation aérienne. C'est clair. Et là, donc, vous vous êtes dit Nous avons tous conclu la même chose. la même chose que. Il y a des engins inconnus qui viennent se promener au-dessus de Washington. Voilà, et à partir de là. Qui sont-ils? Que sont-ils ou qui sont-ils? Et oui, effectivement, depuis, ça ne nous a jamais abandonnés. D'autant qu'il y a eu quand même, en 1953, un certain nombre d'observations particulièrement intéressantes. Il y a eu aussi, en 1953, ma foi, le général Eisenhower a remplacé le président Truman. Et il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises dans ce domaine, en particulier dans l'armée. Et c'est quand même, avant de rentrer en France, j'ai eu en main la première version de la réglementation AFR 200-2 qui disait clairement que les ovnis existaient puisqu'ils étaient décrits. Alors, on va y revenir dans tout ça. Juste une petite réaction par rapport à cette fameuse journée, ce fameux week-end où vous avez appris et découvert que des objets pouvaient voler sans être répertoriés nulle part, donc au-dessus de Washington. Lorsque vous en avez parlé aux autorités qui vous formaient donc sur cette base américaine, dans cette académie, quelles ont été leurs réactions ? Leur réaction était d'abord, entre nous, on en parlait déjà, parce qu'il y avait eu un cadet et son instructeur qui, en vol de nuit sur T6, avaient été dépassés par en dessous par un fuselage sans ailes, avec des hublots sur le côté, et on en avait tous parlé. Et comme il y a eu un autre cas, je crois, aux États-Unis à peu près à la même époque, bien sûr qu'on en parlait déjà entre nous. Alors nos instructeurs civils, parce qu'on avait des instructeurs civils et des instructeurs militaires, il n'y avait pas assez de militaires pour nous former, donc on avait des civils. J'ai gardé un souvenir ému de Mr. Matthews, qui a été mon moniteur et qui m'a lâché. Eux ne savaient rien, naturellement, les civils. Mais par contre, les militaires étaient un petit peu au courant. Ils nous ont même dit que les chasseurs qui défendaient Washington et qui étaient en alerte à 2 minutes ont mis 16 minutes à se trouver en l'air et que leur commandant a été muté, disciplinaire. Est-ce que la culture et les informations faisaient qu'en 1952, déjà, Roswell et Kenneth Arnold étaient dans toutes les têtes ou c'était... Aucune mention de Roswell de quelque façon que ce soit. Vous ne connaissiez pas le sujet Absolument. Personne ne connaissait le sujet. Ce sujet, je l'ai appris par la suite en étudiant les documents, ce sujet était rigoureusement limité aux personnes qui connaissaient les détails sur les bombes atomiques. Il y avait un tout petit groupe de personnes qui avaient cette habilitation, c'était ceux qui travaillaient sur l'amélioration de la bombe atomique, des gens comme Szilard, Teller, etc. Mais ça, je l'ai appris des années après. Un exemple de la non-existence de Roswell, c'est que les avions d'Air France, les Boeing 747 qui nous étaient vendus, nous offraient un certain nombre d'heures de vol d'entraînement. Et ces heures de vol d'entraînement, on les faisait à Roswell pendant toute une période. Et je peux vous assurer que tous les pilotes civils d'Air France se sont entraînés en Roswell sans avoir entendu parler de quoi que ce soit. Et c'est tant mieux, parce que ça permet justement d'avoir l'esprit le plus ouvert possible, sans qu'on soit accusé d'avoir déjà l'imagination trop fertile en connaissant un dossier ou... Oui, voilà. Mais en fait, tout le reste, c'est de la désinformation. La désinformation, c'est un sujet qui est très bien connu, puisque finalement, elle utilise à peu près les mêmes méthodes que la publicité pour vendre des choses dont les gens n'ont pas besoin. Donc c'est rigoureusement la même chose. C'est du bourrage de crâne, mais qui est efficace, dont les recettes maintenant sont complètement connues. Avant de prendre ce livre dans son ordre chronologique, on va y revenir dans quelques instants. J'aimerais juste m'arrêter encore quelques secondes sur votre carrière, Jean-Gabriel Grélet. Est-ce que, lors de votre carrière, notamment dans le civil, vous avez réussi à discuter avec d'autres pilotes qui eux-mêmes avaient vu ce type d'événement? Et surtout, est-ce que vous avez l'impression qu'on en parle plus facilement aujourd'hui, qu'on en a parlé plus facilement à une époque, ou est-ce que c'est toujours un sujet tabou et honteux? Alors d'abord,
en ce qui me concerne, ça n'a jamais été un sujet ni tabou ni honteux. Le simple fait qu'il soit, comment dirais-je, encadré par des réglementations militaires comme AFR 200-2, et puis par la suite, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, JANAB 146, dont nous aurions dû connaître les moindres détails quand je survolais les États-Unis et le Canada, et nous n'en avons jamais entendu parler, alors que c'était une réglementation civile. Qui a tenu jusqu'en 1994, Non, j'ai la preuve qu'elle existait encore en 95, mais il n'y a aucune raison d'imaginer qu'elle ne marche plus maintenant, hein. Quand on voit d'ailleurs l'énormité de l'appareil de collecte d'informations concernant les OANI et les OVNI, parce que des sous-marins non conventionnels sont clairement mentionnés dans le JANAB 146, on se doute bien qu'on ne va pas modifier tous les 6 mois, on ne va pas modifier comment dirais-je, une organisation de collecte aussi importante. Alors par rapport donc à vos collègues, vous étiez ouvert à cela parce que de toute façon il y avait des textes et votre formation faisait que s'il y a un texte et qu'effectivement il y a quelque chose derrière, oui. Sinon on ne l'aurait pas fait paraître, hein. Maintenant pour d'autres, pour certains de vos collègues, est-ce que ce sujet était pris au sérieux ou pas? D'abord, il était pris au sérieux par je dirais, un pilote sur 10 à peu près, soit qu'il ait eu lui-même une observation, soit qu'il ait eu un très bon camarade, ou des passagers, ou des PNC qui ont été témoins. Par exemple, on a eu un cas où une boule lumineuse est venue se mettre en formation à la droite d'un avion de ligne, d'un 707 à l'époque, et à un moment, elle s'est mise à couper, à passer de droite à gauche en passant devant l'avion. Naturellement, le commandant de bord a débrayé le pilote automatique, a piqué pour ne pas rentrer dans cette chose, et une partie du PNC s'est retrouvée au plafond. Il y a eu des blessés suffisamment légers pour qu'on n'en parle pas beaucoup, mais enfin, tout cela, je veux dire, ils sont allés demander au commandant de bord ce qui lui était arrivé, et tout cela était parfaitement au courant. Et de cet incident particulier, on a parlé beaucoup à Air France. Entre navigants. Entre navigants, et par rapport à la direction, c'était un sujet qu'on pouvait aborder ou Alors, c'est un peu particulier. On avait entendu suffisamment d'histoires concernant les Américains. On savait, sans avoir le détail, que les Américains n'avaient pas le droit d'en parler. Et ça me rappelle un passage de Mark Twain où on interroge, je crois, un Américain d'origine africaine, et on lui demande si finalement dans le Sud ils sont traités de la même façon que tout le monde. Et ils disent oui, nous avons une totale liberté, nous avons les mêmes droits civiques que les Blancs, nous avons encore autre, je ne sais plus quoi, et nous avons aussi la sagesse de n'utiliser ni les uns ni les autres. Vous êtes donc mais vous en parliez entre vous. Absolument. Voilà. Jean-Gabriel Grélé, alors, votre livre, Documents interdits, la fin d'un secret, je trouve qu'il est tellement bien fait que je vais vraiment le suivre. Je voudrais pas... on va pas pouvoir le faire en entier, il y a beaucoup trop d'informations. Mais, et puis ce serait dommage, nos auditeurs ne pourraient pas l'acheter et le lire. Mais au moins, ils vont avoir le principal de ce livre. Vous avez décidé de le réaliser dans le sens chronologique. Vous nous parlez dans ce livre de documents déclassifiés, oui. de documents américains déclassifiés, oui. Car il y a justement cette loi aux États-Unis qui permet de déclassifier les documents. Et petit à petit se dessine une trame, et les auditeurs vont bien suivre cela pendant l'émission, qui fait qu'on se dit, mais tout est là. C'est vrai qu'on se dit, tout est là, tout est noir sur blanc, et on voit que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, qu'il y a des personnes très haut placées qui s'en occupent, et il y a des moments où on se dit que le cover-up, cacher le sujet est devenu totalement impossible, et on s'étonne que ce soit encore justement un sujet de rigolade pour certains, alors que c'est tout à fait sérieux quand on lit les documents que vous faites paraître dans ce livre. Oui, mais vous savez, l'attitude, le rire gêné devant certains sujets,
j'ai vu l'un de mes cousins germains l'avoir en regardant les publicités françaises avec des jeunes femmes totalement nues pour certaines. Et lui, il n'avait jamais vu ça aux États-Unis. Il était rouge comme une pivoine. Il était horriblement gêné et il couvrait sa gêne en riant avec un rire nerveux. C'est peut-être exactement le même syndrome. Jean-Gabriel Grellet, je vous propose qu'on commence finalement par le premier, vous dites, et le plus ancien document utilisé, même si on pourrait remonter encore en arrière, hein, si on le souhaitait. Bien sûr. Mais vous commencez en 1942, moins de 3 mois après Pearl Harbor. Son titre, le Mémorandum pour le président, et le signataire est le général Marshall. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien, c'est extrêmement simple. Peu de temps après Pearl Harbor, je crois que c'est au début 42, des engins ou des lumières volantes qui n'allaient pas tous à la même vitesse. Certains étaient en vol stationnaire, d'autres avaient des vitesses qui paraissaient aux spectateurs correspondre à des avions, se sont mis à survoler la zone de Los Angeles. Naturellement, il y avait une véritable, non pas une paranoïa, mais une inquiétude très nette, parce que si les Japonais avaient réussi à attaquer Pearl Harbor sans que personne ne les voie venir, pourquoi pas venir survoler Los Angeles? Et bon, par la suite, les analyses ont montré que c'était quasiment impossible, qu'il était impossible que ce soit les Japonais, mais sur le moment, ce n'était pas le cas. Et donc les responsables de la défense aérienne de Los Angeles, et il y en avait, se sont mis à tirer, après avoir demandé l'autorisation, etc. Les responsables ont décidé d'abattre ces engins qui ne répondaient à aucun appel radio, etc. Et donc, de tête, je crois que le mémorandum fait mention de 1430 obus anti-aériens qui ont été tirés contre ces engins, sans qu'aucun ne soit abattu. Aucun avion américain n'a pris l'air et aucune personne au sol et aucun soldat américain n'ont été blessés ou tués. Donc c'est un engagement en blanc, en quelque sorte, sauf qu'il y a eu quand même 1430 obus tirés contre eux et que, naturellement, le général Marshall a rédigé un mémorandum pour le président Delano Roosevelt pour lui expliquer ça. Ce qu'il lui a dit, et le mémorandum est resté, il fait partie des archives, donc vous pouvez toujours vous le procurer très facilement sur le net. Donc on peut se demander si c'est allé plus loin et si déjà à cette époque, les conclusions des experts américains sont qu'il était totalement impossible que les Japonais puissent venir et que l'hypothèse que c'était la 5e colonne japonaise ou allemande qui avait payé des avions légers pour faire démasquer, amener la défense aérienne à se démasquer, ne tient absolument pas la route. C'est une hypothèse qui a été émise, mais ce reste qu'une hypothèse qui n'a jamais été prise au sérieux, autant que je sache. Donc on peut penser que dès 1942, le président des États-Unis et les chefs d'état-major savaient qu'il y avait eu une intervention d'origine inconnue au-dessus de Los Angeles et qu'en tout état de cause, il ne s'agissait de rien ni d'aucune machine identifiable. Voilà. Ça, je pense que j'ai toujours tendance à faire confiance et je pense qu'il y a des gens très intelligents au niveau des analystes du renseignement et je pense que dès cette époque, le renseignement américain, qui n'avait pourtant pas une excellente réputation à l'époque. L'OSS n'a jamais eu une très grosse réputation par rapport au service de renseignement anglais, par exemple. Et je pense que malgré tout, ils ont tiré les bonnes conclusions dès ce moment-là. Et on se rend compte qu'il y a d'excellents analystes, et lorsqu'ils sont beaucoup trop bons, les rapports sont contredits ou caviardés. En tout cas, lorsque les rapports vont trop loin, on se débrouille toujours pour donner une autre version, enfin assez souvent pour donner une autre version. Oui, mais ça, je vois très bien à quoi vous faites allusion. Effectivement, un petit peu plus tard, il y a eu des gens du renseignement américain, de l'US Air Force, qui ont tiré des conclusions, c'était des jeunes analystes, et qui ont tiré la conclusion que ça ne pouvait s'expliquer que
par une hypothèse extraterrestre, et l'état-major a rejeté purement et simplement. Mais il faut bien voir que ce genre d'échanges, ce sont des échanges qui sont à destination du public. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans nos services. C'est très amusant parce qu'on a certains rapports, comme par exemple le rapport de la commission Condon, donne une image presque humoristique de l'imbécilité des services de renseignement américains. Croyez-moi, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Ce sont véritablement des légendes, des contes de fées destinés au public. Point barre. Et le public d'ailleurs, qui au fil du temps avait de plus en plus de mal à tout gober, et même les journalistes. Oui, qui avaient quand même très envie, de ne pas imaginer qu'il y avait vraiment quelque chose de solide. Et on en est encore là. Et il y a quelque chose, on va continuer, on va parler de la Scandinavie dans quelques instants, parce que c'est un chapitre important, je pense, la Scandinavie, parce que ça fait partie peut-être de ces pays qui voient des choses, mais qui ne sont pas dans ce groupe de 4, qui sont finalement ceux qui possèdent peut-être l'information. On parle de la Russie, des États-Unis, de l'Angleterre et de la France. Oui, mais cela ne possédait aucune information particulière à ma connaissance en 1946. Et on va y revenir juste dans quelques instants, mais quand vous voulez. Il y a quelque chose de très important qui va nous suivre pendant l'émission. Je voudrais que les auditeurs le prennent bien en compte. C'est que ce secret autour du sujet OVNI, moi c'est ce que j'ai ressenti dans votre livre et dans d'autres émissions réalisées ici, est aussi intimement lié aux guerres de blocs qu'il y avait à l'époque, dans ce secret permanent qu'on était obligé de garder, cette guerre froide, ces discussions qui n'avaient pas lieu entre différentes grandes puissances. Et comme chacun observait l'autre, tout le monde avait peur justement de se retrouver face à une arme de l'autre qu'il ne connaissait pas. Eh bien, je crois que cet état-là, ce que vous décrivez, a été très rapidement dépassé. Très rapidement dépassé. En 1946, on peut parler maintenant, je pense, de 1946, au moment où la flotte qui venait de participer aux essais de Bikini, l'opération Crossroad, qui avait fait exploser un nombre considérable de bombes atomiques sur des vieilles unités de la marine américaine, des cochons, et malheureusement aussi quelques soldats américains qui ont payé de leur vie la proximité trop grande avec les bombes atomiques. La flotte revient et je pense que là c'était très politique, va faire une visite protocolaire à la Scandinavie, puisque la Scandinavie est proche de la Russie, et en quelque sorte va venir faire la nique aux Russes en disant, bah voyez, c'est nous, on a toutes les bombes atomiques qu'on veut, on peut certainement diriger le monde, et en tout cas vous n'avez rien de semblable. Et les Russes ont certainement pris ça comme relativement mal, parce qu'eux n'avaient absolument pas de bombe atomique à cette époque-là. Et que se passe-t-il? Voilà que la flotte et tous les pays autour se mettent à être survolés par des engins totalement inconnus. Il ne s'agit pas de soucoupes, il ne s'agit pas dans l'ensemble en général de disques volants, mais il s'agit de petits engins qui ressemblent à des V1, mais qui ne sont pas des V1. Les V1, c'était un pulsoréacteur, ça faisait un bruit épouvantable. J'ai eu la chance d'en voir un, je devais avoir 12 ans ou quelque chose comme ça, juste avant la libération. J'ai vu passer un V1. Alors je ne sais pas qui est-ce qui l'avait essayé, j'ai vu passer un V1. Mais dans l'ensemble, c'était un engin qui n'allait pas très vite, qui était très bruyant. Les pilotes de chasse anglais et français arrivaient même, par exemple, à se débarrasser d'eux, à les faire se cracher avant qu'ils arrivent sur Londres, simplement en basculant une aile. Les gyroscopes ne supportaient pas ça du tout, et l'engin se mettait en piqué et s'écrasait dans la campagne au lieu d'aller s'écraser sur Londres. Eh bien, les engins qu'on aperçoit en Scandinavie sont décrits par le document que je reproduis dans mon livre, donc ça c'est indiscutable. Ces engins ressemblent à des V1, ce sont des petits avions, mais ils envoient une flamme 3 fois la longueur de l'avion, toutes les 3 secondes, toutes les quelques secondes. Alors que le pulsoréacteur, la fréquence, c'est un grand nombre de battements par seconde. C'est ça qui cause un bruit absolument épouvantable. Bon,
Ces engins, ils sont bien réels, puisque certains d'entre eux se posent sur des plages en Scandinavie, la plupart s'autodétruisent, beaucoup s'autodétruisent, et d'autres simplement disparaissent, on ne sait pas exactement ce qu'ils sont devenus. Les itinéraires de ces engins sont parfaitement connus, ils sont indiqués schématiquement dans la 4e page de ce document, mais il y a d'autres engins parallèlement. En particulier, il est noté, je n'ai pas le document sous les yeux, mais c'est très facile à retrouver, il est noté que des vitesses de 2800 km/h ont été mesurées par des radars, que je ne dise pas de bêtises, finlandais. Or ça, je suis désolé. En 1946, personne ne pouvait aller se promener à 2800 km/h. Les fils de De Havilland étaient en train de se tuer les uns après les autres en essayant de passer le mur du son. Donc on n'en était pas là du tout. Rien que ce détail est suffisant. Il ne pouvait pas s'agir d'une technologie terrestre identifiable. Mais il y avait autre chose. Et des choses qui sont décrites quand même dans ce document, en particulier des grands cigares qui sont immobiles et qui ensuite semblent pouvoir s'accélérer, et en tout cas ne sont pas des ballons dirigeables ou non. Ce document est intéressant en ce qui me concerne parce que le premier paragraphe, bien que ce soit un document américain, distribué par Helen Coeter, qui l'année suivante serait le directeur de la CIA, eh bien, ce document, c'est en fait un document qui a été entièrement rédigé d'après un document, on peut penser identique, français, qui a été destiné au président de la République et au chef d'état-major, et document qu'il m'a été impossible de retrouver. Par contre, le document américain, lui, j'ai pu le retrouver. A-t-il été ou non déclassifié? Je dois vous avouer une chose, je ne l'ai jamais dit, mais je ne suis pas sûr que ce document fasse partie des documents américains déclassifiés. Mais dans la mesure où je ne l'ai pas volé, je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, et aussi dans la mesure où il est bien indiqué qu'il est rédigé d'après des documents français et que les Français n'ont vu aucun inconvénient à ce que je le reproduise dans mes livres, je suis tout à fait serein en ce qui concerne ce détail. Vous avez des drôles de courrier, Jean-Gabriel Grellet? Ça arrive. Enfin, ça arrive à tout le monde, je veux dire. Non. Non. C'est Jean-Gabriel Grellet qui est notre invité aujourd'hui pour cette émission. La Vague d'OVNI nous présente son livre Documents interdits, la fin d'un secret, édition revue et augmentée de ce livre, et c'est paru aux éditions d'Hervy. Jean-Gabriel Grellet, nous allons reprendre le cours de cette émission et nous allons, je vais vous laisser plutôt la possibilité de mettre en avant les points importants de votre livre. Nous ferons cela chronologiquement. Jean-Gabriel Grellet, après cette mise en bouche, j'ai envie de dire, où on parlait justement de ce premier rapport en 1942, et puis de la Scandinavie, quels sont pour vous, dans l'histoire, les éléments importants de cette déclassification qui ne dit pas son nom? Eh bien, je vais faire un petit saut en avant pour arriver en 1953, parce que je pense que l'année 53 est une année pivot dans, non seulement, pas tellement dans ce que nous savons du sujet, mais c'est une année pendant laquelle un grand nombre de décisions ont été prises, et ces décisions, encore maintenant, ont une influence. Dès que le général Eisenhower arrive au pouvoir, prête serment, immédiatement, il ordonne un certain nombre de choses. La première chose, c'est la réunion d'une commission, la commission Robertson, sur le sujet. Cette commission, on connaît ses conclusions, elles sont pratiquement entièrement négatives. Cette commission rejette l'avis des experts militaires et ces scientifiques qui n'ont pas la moindre notion de ce que pourrait être la désinformation ou quoi que ce soit se présentent
et donne des conseils à tout le monde. Et qui fait partie de cette commission? Bien écoutez, vous trouverez dans le livre, il y a naturellement Robertson, mais il y a aussi un futur prix Nobel comme Alvarez par exemple. Et lui en plus on est sûr qu'il en faisait partie parce que dans ses mémoires il en parle. En 2 lignes, en 3 lignes, et dans lesquelles il y a environ 5 contre-vérités dans ces 3 lignes. Mais peu importe, il admet quand même en avoir fait partie. Cette commission n'est pas très importante, sinon que le rapport Condon, on en parlera plus tard du rapport Condon, va la mentionner, va donner un certain nombre de détails, quelques petits mensonges dessus, ou quelques petites, quelques petites cachotteries, parce que tous les membres militaires sont gardés secrets dans le rapport Condon. Mais donc, ce qui est important, on a immédiatement le président des États-Unis qui demande qu'on fasse un rapport sur les ovnis. Pour le public, c'est important. Ça va l'être d'autant plus que le public, on va lui déconseiller de s'intéresser à ça, on va lui dire de regarder ailleurs, et que, à la limite, ça risquerait de mettre en danger la défense des États-Unis si les gens voyaient trop de rapports concernant les ovnis. Enfin, vous aurez le lecteur à le détail. Mais ce qui se passe, et qui est très important aussi, c'est que le général Eisenhower, le président des États-Unis, va charger un membre de la famille Rockefeller de diriger une commission dont le but avoué est de complètement réformer, transformer, améliorer le fonctionnement du département de la Défense. Et il va le faire de façon tellement bien faite que les députés qui vont promulguer cette modification des règles de la défense disent que finalement, je serais tenté, si je le retrouve, De retrouver le passage. de retrouver le passage. Ce qui est intéressant, effectivement, dans ce passage-là, c'est que vous dites aussi que, justement, par le fait qu'un des Rockefeller soit dans l'affaire et par leurs moyens financiers, déjà, ce n'était pas le frère qu'on attendait qui a été mis dans cette histoire, mais surtout par leurs moyens financiers, cela permettait, et leurs entreprises, etc., ça permettait de peut-être ouvrir des programmes sans toucher forcément au budget de l'État, ce qui fait que c'était des programmes totalement invisibles. Alors, ces programmes ne sont pas totalement invisibles parce que, naturellement, les gens qui montent sur les collines autour de l'Area 51 vont chercher à voir des choses. Il leur suffit d'ailleurs d'aller sur Google Earth pour voir que l'Area 51 existe bien, hein, c'est pas un problème. Mais ce qui est très important par contre, c'est qu'on retrouve dans l'histoire du département de la Défense, et je possède et j'ai à la disposition de qui le souhaite le volume sur l'historique du département de la Défense, avec toutes les décisions qui ont été prises. Et parmi ces décisions, il y a des décisions de mettre de l'argent de côté pour acheter secrètement de grands territoires pour les besoins de la défense nationale. Mais ce qui est très important en ce qui concerne, c'est l'avis. C'est l'avis des hautes autorités américaines sur ce qui est devenu le département de la Défense. En résumé, notre opinion est que le National Security Act, tel qu'amendé, confère au secrétaire d'État à la Défense une autorité et un pouvoir suprême pour diriger les fonctions du département de la Défense et toutes les organisations et agences qui en font partie. Et souvenez-vous de l'intervention en Irak, et souvenez-vous du fait que tous ces pouvoirs, le département de la Défense les a toujours. Et vous avez vu jusqu'où ça peut mener. Mais ce qui est surtout, de notre point de vue, puisque après tout nous nous intéressons à ce qu'un vain peuple continue à appeler des ovnis, ce qui est important, c'est que tous les membres de cette commission Rockefeller ont, d'une manière ou d'une autre, eu un contact avec le sujet. Tout ça est détaillé dans le livre. Et en plus,
ils ont comme conseiller le général Marshall, dont nous avons parlé tout à fait au début, et qui lui est le premier à avoir rédigé un mémorandum sur des ovnis pour le président Roosevelt. Voilà. Euh, tout est parfaitement connu. Ce livre, je serais presque désolé de dire, mais c'est pas un livre c'est pas un livre d'ufologie, c'est un livre d'histoire. Tout à fait. C'est un travail d'histoire, c'est une thèse. Certes, cette thèse n'est pas démontrée. D'ailleurs, les thèses historiques sont-elles jamais démontrées? Il y a toujours quelqu'un pour les remettre en cause. Mais néanmoins, il ne s'agit pas du tout d'un travail d'ufologie, mais d'une thèse d'histoire qui s'appuie sur des documents que chacun peut consulter. Avec comme angle, que sait-on ou qu'est-ce qui a été communiqué par les plus hautes autorités sur justement le phénomène OVNI? Alors à l'époque, c'était moins que rien, puisque on niait même les conclusions de l'état-major, les conclusions de services scientifiques comme les services qui travaillaient à Wright-Patterson sur le sujet. Il faut bien voir une chose, c'est que c'est vrai encore aujourd'hui aux États-Unis, il y a un secret total, ou plutôt une négation totale de toute solidité ou de toute existence au sujet. Et même quand on était mandaté pour le faire, des fois on voyait des lettres apparaître en disant « Nous n'avons pas assez d'agents pour enquêter sur le sujet. Veuillez nous faire arrêter immédiatement. Merci beaucoup. » Bien. C'est pour le FBI, ça, je crois. Hein. Oh non, il y a eu... oui, enfin, je vois à quoi vous faites allusion. Edgar Hoover, qui a un film maintenant... En ce moment, tout à fait, oui. Edgar Hoover est un homme, en tout cas, très intelligent, et un homme qui sentait très bien le vent tourner et les difficultés. Il avait bien compris que le problème des ovnis, qui se posait de façon tout à fait fondamentale au FBI, puisque le FBI était chargé et est toujours chargé de la sécurité intérieure du pays. Ce sera un petit peu l'équivalent de la DST quand la DST existait encore. Pas très loin d'ici, rue Nélaton. Bon, nous aussi, on a des réorganisations de nos services. Et donc, en ce qui concerne le département de la Défense, et en ce qui concerne le sujet qui nous occupe, on a eu droit, au moins le public a eu droit à une négation complète. Ça, on le sait, et c'est ainsi. Alors que le public commençait à se demander ce que c'était que tous ces objets qui apparaissaient un peu partout, parce que ça devenait flagrant. Donc il y a un moment, on se pose des questions. Absolument. Ça a été le cas pendant l'année déjà 1947. Il ne faut pas oublier que l'idée de soucoupe volante, le mot de soucoupe volante est apparu en 1947 parce qu'un journaliste avait mal compris la description d'un témoin. Le témoin lui disait, voilà, ces engins qui n'étaient pas des disques, mais qui étaient des disques échancrés, donc probablement pas l'image qu'on a de la soucoupe volante actuelle, qui étaient des disques échancrés. Il les a vus passer entre deux montagnes et il a essayé de décrire leur façon de progresser comme des pierres qui font des ricochets sur un torrent. Voilà. Et ces ricochets, déjà, c'est quelque chose de tout à fait inhabituel. Regardez un avion de ligne, vous ne le verrez jamais faire des ricochets, sauf des fois si l'atterrissage n'est pas très bien réussi. Mais encore, il fait des ricochets sur la piste, mais vous ne verrez jamais un avion faire des ricochets en l'air. Ça, quelle que soit son origine ou sa forme. Voilà. Donc, je considère personnellement que les informations données par les témoins, elles sont trop faciles à récuser. On peut toujours, quitte à faire preuve d'une grosse mauvaise foi, j'ai quelques exemples si ça vous amuse, on peut toujours récuser les témoignages. Même quand ce sont des témoignages multiples, c'est un peu plus difficile. Ce qui devient très difficile à récuser, ce sont les témoignages radar visuels. Alors là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Or, des catalogues de témoignages radar visuels, on en a des milliers. Et en particulier, vous avez un officier de la DST qui, pour son
je dirais, son amusement ou son intérêt personnel, les a collectionnés et les a rassemblés dans des catalogues, qu'on peut se procurer. Il s'agit aussi de M. Weinstein, je crois. Donc radar visuel, donc des témoins Témoins et des radars. et un éco-radar. Or, c'était précisément le cas de Washington. À Washington, vous aviez 2 radars qui suivaient les engins. Vous aviez les opérateurs qui sortaient, à l'époque, les radars étaient dans les tours de contrôle, donc ils sortaient et qui regardaient et qui vérifiaient. Ah bah oui, effectivement, ils bougent bien dans le ciel comme ils bougent sur mon radar. Les 2 radars confirmaient leur chose. Et vous avez quand même eu brièvement les radars des intercepteurs qui ont été lancés à la poursuite de ces engins, qui ont établi très brièvement un contact, un troisième contact radar. Donc, voilà, Washington est un cas typique de radar visuel. Les données de ces radars sont gardées, sont conservées? Oh non, non, il y en a beaucoup trop. Imaginez, même avec nos moyens de stockage actuels, et ce n'était pas le cas à l'époque, même avec nos moyens de stockage actuels, on ne garde pas. Ce qu'on garde, ce sont des exemples de conflits, par exemple, dans la circulation aérienne. Il est possible que certaines interceptions soient gardées un certain temps pour pouvoir servir de cas d'école pour former les opérateurs, mais on ne peut absolument pas imaginer les millions d'avions qui se promènent chaque année et essayer puisque maintenant tout le monde est un petit peu au courant de l'informatique, essayer de voir le poids informatique, disons simplement d'un conflit ou d'une apparition d'engins inconnus qui va durer quelques minutes. Rien que ça serait beaucoup trop lourd. Non, c'est pas gardé. Jean-Gabriel Grellet, je vous propose de passer à un autre événement important pour vous. Là, nous étions en 1953, donc avec la création de ce bureau, de cette commission, avec des personnages tout à fait particuliers et qui sont pour vous... Tous au courant. Voilà. Tous au courant, vous pourrez le vérifier. Ils sont tous au courant. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous eu un contact avec ce qu'on pourrait appeler le phénomène OVNI, faute d'un sigle meilleur. Autre élément pour vous important dans l'histoire par rapport à ce sujet? Alors, ça peut paraître bizarre, mais j'attache beaucoup d'importance au fait que dans les années 70, vous voyez, je suis allé assez loin, dans les années 70, les Russes et les Américains ont conclu des accords absolument embrassons-nous Folleville, alors qu'ils étaient au plus fort de la guerre froide. Alors nous y reviendrons d'autant plus facilement que ces éléments sont contenus dans un petit ouvrage fort bien fait qui s'appelle « Les textes du droit de l'espace » dans la collection Que sais-je. Je n'ai pas le numéro en tête, mais le numéro se trouve dans ce livre, donc chacun pourra très facilement vérifier que les Américains et les Russes s'entendaient parfaitement en ce qui concernait l'espace, s'entendaient tout à fait pour ne pas utiliser de bombes atomiques sur la Lune, alors qu'a priori la Lune est un astromore, si on en croit les bons ouvrages et si on en croit les astronomes. Pourquoi pas faire nos essais atomiques sur la Lune, que diable, au lieu de venir polluer notre environnement? Mais non, on était entièrement d'accord, il n'y aurait jamais le moindre essai sur la Lune. Polluer les populations de la Terre si vous voulez, mais la Lune... Oh, sacré. Bon. Et puis la récupération donc, du personnel présent lors des essais, du matériel lorsqu'il tombe sur les territoires, ils sont entendus parfaitement. Absolument, tout à fait. C'est ce qu'on peut lire effectivement dans votre livre. Oui. Ah oui, ça. C'est pas mon livre n'y est pour rien. Les textes du droit de l'espace ont été signés par, je me souviens plus combien, 75 pays, à la suite des États-Unis et de l'Union soviétique. Parce que quand l'Union soviétique et les États-Unis se sont mis d'accord, les autres pays qui étaient relativement peu présents dans l'espace, ont dit qui est-on pour s'opposer à ça? Et tout ça a été signé naturellement dans le cadre de l'ONU. La Lune, c'est un sujet qui vous intéresse, on le sent dans le livre. Mais revenons un petit peu en arrière. Ce qui a été très important dans le sujet, c'est que on peut observer dans les années 60, en tout cas c'est mon opinion, et je l'expose comme tel, il s'agit naturellement que d'une hypothèse, on a l'impression d'une pression de plus en plus forte des personnes ou des engins
qui apparaissent sur Terre et qui commencent à être vus en particulier aux États-Unis par un nombre croissant de personnes, et parfois de très près. Genre un garçon de 18 ans qui arrive complètement paniqué dans un bureau du shérif en disant voilà, j'ai vu un disque qui s'est posé juste à côté de moi, j'avais qu'à la main à tendre pour le toucher. Mon pauvre ami, vous avez la berlue, on va y retourner ensemble, vous allez voir qu'il ne s'est rien passé. Et puis le shérif, un de ses adjoints et le jeune homme en question qui là, paf, tombe effectivement sur un disque énorme, sombre, qui flotte à 1 mètre du sol, et ils repartent tous les trois, cette fois paniqués de nouveau, etc. Bon, ce genre d'observation a lieu surtout aux États-Unis. Elle a lieu surtout aux États-Unis, et on a véritablement l'impression que ceux qui mettent en œuvre ces engins, ou tout au moins qui sont à l'origine de ces observations, cherchent à obtenir quelque chose des États-Unis. Et ce qui est très curieux, c'est que pendant cette même période, toutes les missions vers la Lune échouent. Certains de façon complètement inexplicable. Tout va bien, la fusée est bien axée, puis d'un seul coup, alors que les fusées ne sont pas allumées, paf, elle oblique et elle part dans l'espace. Voilà. Tout ça est décrit en détail, peut être retrouvé. Il s'agit d'astronomie et non pas du tout d'ufologie. Et finalement, quand les missions Apollo ont lieu, il y a de très très peu, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, il y a très très peu d'observations anormales, d'observations bizarres sur Terre. Les missions Apollo se produisent de façon merveilleuse et brutalement, on a de nouveau une recrudescence des observations. Tout ça, ce sont des choses qui sont objectives, qui sont vérifiées, vérifiables, et après tout, leur explication peut être trouvée par chacun d'entre les lecteurs et chacun d'entre nous. Je veux dire, je ne suis pas du tout omniscient dans ce domaine. J'ai l'impression qu'il y a eu une pression de la part de ceux qui mettaient en œuvre ces engins inconnus pour obtenir quelque chose des États-Unis. Cette chose étant obtenue, en échange, en quelque sorte, les missions Apollo ont pu se dérouler sans la moindre perte. Alors qu'avant, les échecs étaient de 100%. Là, brutalement, les missions Apollo habitées, les réussites sont de 100%. C'est très curieux quand même. Hein. Ils ont vraiment fait des progrès formidables, les Américains. La NASA, ça marche bien. Ensuite, oui, allez-y. Ensuite, ce qui va être naturellement très important, et d'une façon, vous avez dû remarquer que j'attache beaucoup plus d'importance aux décisions officielles, aux choses vérifiables, éventuellement aux textes de loi, beaucoup plus qu'aux observations individuelles. Comme je le disais tout à l'heure, une observation individuelle, on peut toujours la remettre en cause. Un texte de loi, c'est beaucoup plus difficile, parce que le législateur, vous ne trouverez jamais, nulle part au monde, à notre époque, un législateur qui acceptera de légiférer avant d'avoir eu la preuve de la matérialité du sujet sur lequel il légifère. Enfin, vous ne voyez pas des législateurs sérieux signer des décrets ou des lois sur les coccygrues. Non, ça ne se fait pas, ça. Je voudrais juste revenir un poil en arrière. Vous parlez de pression, Jean-Gabriel Grellet. Quelle pression peut-on imaginer, car on ne peut qu'imaginer, de la part d'êtres qui technologiquement sont de toute façon plus forts que nous, parce qu'ils savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Quel type de pression? Est-ce qu'on peut imaginer justement le côté écologique de la chose, le côté paix, le côté... On va repartir un petit peu en arrière, ça ne va pas du tout gêner vos spectateurs, vos auditeurs. On va repartir un tout petit peu en arrière, au moment où, en 1948, c'est la séquelle, en fait, des explosions atomiques de Bikini et des observations en Scandinavie. On va assister à ce moment-là aux États-Unis à un véritable balai d'objets, d'engins volants inconnus qui semblent chercher quelque chose. Je souhaitais qu'on y revienne. Voilà, ils semblent chercher quelque chose. Remarquons qu'ils
survolent la France très brièvement après la Scandinavie en 1946 et qu'à la fin de l'été et au début de l'hiver, ils arrivent en Grèce. Et là, vous avez un physicien de très haut niveau, Santorini, qui est un ancien élève d'Einstein et qui va commencer à étudier ces engins pour le gouvernement grec. Il va recevoir la visite de généraux et de scientifiques et d'autres personnes importantes américaines qui lui demandent d'arrêter immédiatement ses études. C'est pas rien, ça. Or, Santorini va, au moment où il va prendre sa retraite, 10 ans plus tard, il va le dire très clairement à des journalistes et tout ça est parfaitement fait partie de l'histoire. On a donc une recherche après cette période-là, après 1946. On a en 1947, curieusement, à partir du mois de mai, les États-Unis sont survolés par des disques inconnus, enfin des engins en forme de disques qui, en tout cas, ne peuvent pas être confondus avec un avion. C'est totalement impossible. Aucun avion, les Américains n'ont aucun avion qui ressemble à ça. Que cherchent ces disques? En tout cas, ils vont être vus pratiquement par tous les États des États-Unis pendant la période de l'été. Et nous allons avoir un document, comme je les aime bien, qui est tout à fait authentique puisqu'il a été utilisé dans le rapport Condon, en annexe. Eh bien, c'est une analyse des disques volants par le général Twining, directeur de l'Air Material Command. Rien que ça. Et là, on a une description des disques, on a une description des performances, et en tout cas, il ne s'agit pas de phénomènes aérospatiaux non identifiés si chers au CNES. Il s'agit là bel et bien d'engins qui sont décrits comme des engins qui se livrent à des combats tournoyants avec des avions de chasse, qui montrent un comportement intelligent quand ils sont attaqués, etc., etc., etc. Tout est en détail dans un chapitre. Autrement dit, ces engins qui sont vus, étudiés, analysés par le général Twining vont continuer à survoler les États-Unis jusqu'au moment où, en décembre 1948, ils vont pour la première fois survoler Los Alamos, et en l'espace de 6 mois, et là nous avons des documents du FBI, des documents nombreux, qui disent tous la même chose. Les autorités qui s'occupent de l'énergie atomique et de la bombe atomique aux États-Unis sont très inquiètes, fort évidemment, parce qu'en l'espace de 6 mois, tous les sites où la bombe atomique est conçue, Los Alamos, fabriquée, Sandia, stockée au Texas, dans une zone complètement inconnue. Mais là encore, il y a un document du FBI qui prouve et qui l'a décrit. Et ensuite, la 4e zone, c'est l'endroit où les Américains commencent déjà à utiliser les fusées récupérées par Wernher von Braun, donc la suite des fusées V2, qui vont leur servir de vecteur à la force de frappe. Ces 4 zones totalisent une grosse partie d'observations de très bonne qualité qui font l'objet d'une étude par un physicien de haut niveau, spécialiste entre autres de la bombe atomique, puisqu'il avait fait partie du Manhattan Project, Lincoln Lapaz. Lincoln Lapaz va, pour l'OSI, c'est-à-dire pour l'Office of Special Investigations de l'US Air Force, va faire un rapport, va étudier 239 rapports précis et va donner ses conclusions. Or, quand on reprend ces rapports, ces 239 rapports, on s'aperçoit que la grosse majorité ont été observés au-dessus de sites atomiques américains. Et ça, c'est extrêmement important. Donc pour répondre en fait à ma question, et vous venez de nous expliquer tout cela, vous êtes en train de nous dire que le type de pression que pouvaient faire et de demande que pouvaient avoir ces objets, c'était d'arrêter
de jouer avec le feu. C'est C'est une hypothèse. Non, c'est un peu plus qu'une hypothèse, et, et c'est un petit peu ambigu. Les conclusions sont ambiguës. Parce que, effectivement, le fait que ces installations soient survolées indique clairement aux Américains que tous leurs secrets atomiques sont connus, en plus par une puissance que eux ne connaissent pas, n'arrivent pas à identifier, qui sont certainement ni les Russes, ni probablement le Liechtenstein. Et les Américains ont donc une grosse inconnue qui va apparaître dans leur... probablement beaucoup d'entre eux espéraient établir une hégémonie américaine sur l'ensemble du monde grâce à la bombe atomique. Et là, dès ce moment-là, c'est-à-dire Pâques 49, entre décembre 48 et en gros mars-avril 49, c'est terminé. Les Américains savent qu'ils ne pourront jamais faire ça. Parce que leurs endroits les plus secrets sont découverts par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui ne s'identifie pas. Et ça, c'est une inconnue trop grande dans n'importe quel plan à long terme. On ne peut pas avancer plus loin, au-delà. Donc voilà le genre de pression auquel j'ai fait allusion. Et c'est une pression extrêmement efficace, sans qu'il y ait le moindre coup de feu tiré, sans qu'il y ait le moindre mort, et sans qu'il y ait, en fait, autant qu'on sache, la moindre destruction de zones. Et il y en a eu d'autres pressions. Et là, il ne s'agissait pas d'écologie à l'époque, il s'agissait d'empêcher, théoriquement, une hégémonie des États-Unis sur le monde avec la bombe atomique. Mais curieusement, on n'assiste pas à une pression identique quand les deux antagonistes vont commencer à augmenter leurs arsenaux nucléaires. Je reprécise dans le livre à quel niveau incroyable de fusées intercontinentales les deux protagonistes et les deux ennemis mortels, ce que les deux ennemis mortels ont accumulé. Et là, semble-t-il, les visiteurs supposés restent, semble-t-il, neutres. On n'assiste pas à une pression identique à celle qui s'est passée précédemment. Vous l'expliquez. On peut l'expliquer. Comment? Vous par un accord tacite ou inconnu de non-agression? Je pense que très rapidement, les puissances nucléaires, qui étaient les 4 puissances nucléaires, jusqu'à ce que la Chine acquiert la bombe atomique, et puis d'autres, les 4 puissances nucléaires, disons au début des années 50, il y avait les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la France, ou peu importe l'ordre, par ordre d'importance, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre et la France étant citée en dernier simplement par politesse, d'habitude. Ces 4 puissances nucléaires, à mon avis, mais ça ce n'est qu'un avis, je souhaiterais que des historiens valident mes suppositions ou au contraire me disent mais non, c'est complètement impossible, voilà telle ou telle raison qui font que... Vraiment, j'aurais très envie d'avoir en face de moi autre chose que des groupements de repas ufologiques. Malgré tout le respect que j'ai pour eux, ce n'est plus ce dont on a besoin maintenant. On a besoin que des personnes avec une formation scientifique, une formation historique, les formations dans le renseignement, c'est fait. Cela, on a ce qu'il faut. Mais par contre, des historiens, non, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, c'est ce que je souhaiterais pour le futur, mais là, j'anticipe un petit peu notre dernière demi-heure ensemble. On peut certainement poser l'hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, en étant bien sûr que ce soit qu'une hypothèse, que les 4 puissances nucléaires terrestres du milieu des années 50 ont parfaitement compris à quoi elles avaient affaire, ont parfaitement compris que toute résistance était totalement inutile, ont parfaitement compris, et ce depuis pratiquement 10 ans, que la technologie qui est en face d'eux est une technologie qu'ils étaient complètement incapables de comprendre et certainement de contrer,
Et donc, l'impuissance collective fait que, et je l'espère, très probablement, les arsenaux nucléaires n'étaient pas destinés à servir. Ça a été malgré tout un danger tout à fait considérable pour l'ensemble de la planète. Et le seul moyen qu'on aurait d'imaginer que ce n'était pas véritablement un danger, c'est de penser que les chefs d'État de ces 4 puissances terrestres avaient fait en sorte que jamais le feu nucléaire ne puisse être déclenché. Ce serait la seule chose qui pourrait me rassurer a posteriori. Et c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Il fallait 2 clés pour toutes ces puissances nucléaires, sauf la Russie, on n'est pas très renseigné là-dessus, enfin je ne le suis pas. Il fallait 2 clés. Il suffisait que une des 2 clés, la politique par exemple, ne fonctionne pas, ou ne fonctionne jamais, pour que l'autre soit totalement inutile. Et j'espère que les choses se sont passées ainsi, c'est-à-dire que jamais le monde n'a été sous le risque de cette destruction 6 fois. Alors, je crois qu'on avait de quoi détruire le biotope de la planète 6 fois. C'est ce qui est très intéressant et qui m'a fait prononcer le mot écologie tout à l'heure. Et c'est la différence entre ces anciennes guerres qui auraient pu avoir lieu avec des armes nucléaires qui auraient détruit la planète. Totalement. Et des guerres actuelles qui sont faites avec d'autres armes qui tuent énormément d'êtres humains, mais qui ne détruiront pas forcément, en tout cas, la planète. Ce qui expliquerait, parce que j'essaie de mettre ça en relation avec la situation actuelle géopolitique qui est terrible, qui est très tendue, tout pourrait éclater d'un instant à un autre, au point où nous en sommes actuellement, et il n'y a pas de recrudescence, justement, comme lorsqu'ils l'ont fait dans les années 40, 50, 60, d'objets volants non identifiés. Hélas, je dirais que le problème dans les années 50 et tout à fait au début, il était relativement simple. C'était un problème de force. Voilà. Devant une force pratiquement infinie, en tout cas que nul sur Terre ne maîtrisait, on était tranquille, il n'allait rien se passer. Mais maintenant, on assiste à quelque chose de beaucoup plus difficile. On a les êtres humains qui grouillent sur cette planète, et particulièrement ceux qui décident, ceux qui consomment et ceux qui détruisent, semblent le faire sans qu'on puisse leur opposer quoi que ce soit. Je ne vois pas quelle menace on pourrait opposer aux financiers et aux marchands sur Terre. Or, ce sont eux actuellement qui continuent à clamer qu'il est impossible de fonctionner et que notre civilisation n'a aucun futur si on ne continue pas à avoir des croissances géométriques de consommation, de pollution, etc. Et là, je ne sais pas, et je ne sais même pas s'il y a quelque chose à leur opposer, et s'il n'est pas déjà trop tard. Donc je suis très pessimiste. Autant la situation stratégique était relativement simple à définir dans les années 50, autant elle ne l'est plus du tout maintenant. Écoutez, je ne sais pas, mais on va pas faire toute l'émission là-dessus, on va s'arrêter sur un autre sujet. Mais en même temps, la solution assez simple pour calmer tout le monde, je pense, actuellement, serait tout simplement, si on est bénéficiaire d'une grande technologie, en tout cas plus importante que celle connue par les humains, tout simplement d'apporter l'énergie gratuite, illimitée et non polluante. Alors, ça calmerait strictement tous les marchés financiers. Oh que non. Oh que non. Bien sûr que non. Ils y trouveraient une occasion supplémentaire de dépenser de l'énergie, d'augmenter leur pouvoir, etc. Et non, ça ne serait pas du tout une solution. Et d'ailleurs, ce n'est pas une solution qui sera utilisée. On ne peut pas donner à je pense, oui, c'est qu'une opinion personnelle, bien entendu, on ne peut pas donner à une espèce comme celle qui décore si agréablement notre planète, c'est-à-dire l'espèce humaine, on ne peut pas lui donner des moyens supplémentaires de destruction alors qu'elle est déjà en train de s'autodétruire avec les moyens dont elle dispose. Il faudrait, malheureusement, ça ne semble pas possible, lui en retirer un maximum, certainement pas lui donner accès
une puissance ou une énergie infinie, etc. Mhm. Il est hors de question. Il est hors de question. Il faudrait certainement que, je pense, dans l'état actuel des choses, je vois plutôt une menace qui serait dirigée contre l'ensemble de l'humanité pour exiger d'elle qu'elle arrête ses destructions, son autodestruction, plutôt que de donner autre chose. Et que donner en échange? Encore une fois, on est dans une logique, mais on est très loin des ovnis. On semble être dans une logique où, quoi qu'on donne au pouvoir en place, et au pouvoir avec un S, en place avec un peu partout, quoi qu'on lui donne, il va continuer à l'utiliser pour son bénéfice personnel, pour le bénéfice de quelques-uns, à l'exclusion de tous les autres. Et il ne semble pas du tout que ça soit en lui donnant accès à une technologie ou à une science qu'il ne possède pas qu'on va obtenir quelque chose. Je pense que si on doit un jour avoir accès à une technologie différente, il faudra qu'on ait fait avant la preuve de notre capacité à la gérer correctement. Jean-Gabriel Grellet, quel autre point est selon vous important, un point que vous souhaitez mettre? Tous les points sont importants dans le livre, hein, je tiens à le préciser. Non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Mais quel autre point souhaitez-vous mettre en avant pour nos auditeurs? Un point de repère par rapport justement. Ah, un point de repère. Bon, il serait temps, je pense, que le plus grand nombre de décideurs actuels, le plus grand nombre de personnes naturellement, mais de décideurs, et après tout, quand je parle de décideurs, nous sommes en démocratie, donc chacun d'entre nous est un décideur. Il a une voix à donner, il peut influencer, au moins théoriquement, la politique de son pays. Il faudrait que toutes ces personnes qui sont des décideurs prennent conscience ou découvrent la véritable situation. Parce que tant qu'on sera dans une situation, oh, de toute façon, recherchons, il y a sûrement de la vie dans les autres planètes, mais c'est beaucoup trop loin, ils ne pourront jamais venir jusqu'ici. Ce genre de choses, d'abord, ça nous coûte fort cher. On a le programme SETI qui nous coûte des milliards et qui ne sert rigoureusement à rien, sinon à faire de la désinformation. Le programme SETI, je crois un jour l'avoir comparé à des Indiens qui, ayant fait de gros progrès technologiques, souhaiteraient avoir des grosses couvertures avec des gros feux de bois, avec de la fumée, pour pouvoir envoyer des signaux qui aillent de l'autre côté de l'Atlantique. Ou recevoir des signaux de fumée qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique. L'ennui, c'est que de l'autre côté de l'Atlantique, déjà, il y a 200 ans, on n'utilisait plus de signaux de fumée. Je crois d'ailleurs qu'on ne les a jamais utilisés. On commençait à avoir d'autres moyens de télécommunication. Et si par hasard on avait vu des trucs de fumée qui sortaient des États-Unis, on aurait dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? On n'aurait pas vraiment compris, mais en tout cas, on n'aurait pas communiqué. C'est aussi absurde. Imaginez que les télécommunications actuelles, qui ont fait des progrès considérables en très peu de temps finalement, hein, la tour Eiffel a été conservée pour les premières transmissions radio, et ça remonte à combien de temps? En gros, un siècle, hein, les premières transmissions radio, pas beaucoup plus. Penser qu'on va encore utiliser ça dans 2000 ans, ou dans 10 000 ans, ou dans 100 000 ans, c'est totalement absurde. D'autant qu'on a notre physique fondamentale qui est bloquée. Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, tous les physiciens et toutes les personnes, toutes les honnêtes gens qui ont une petite formation scientifique le savent. Donc il me semble que nous devrions d'abord débloquer nos propres problèmes, et en particulier ceux de la physique, et ensuite prendre conscience du fait que nous ne sommes pas seuls. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une théorie dans l'espace à des millions d'années-lumière, il s'agit ici et maintenant. Ici et maintenant, nous ne sommes pas seuls. Je pense que c'est la conclusion que je tire de mon propre livre, c'est-à-dire de l'assemblage de documents que j'ai étudiés. Et tant que, globalement,
nous n'aurons pas pris conscience de ça, tant que nous aurons des blocages, qu'ils viennent de l'union rationaliste ou de certaines religions qui pensent que tout a été dit dans la Bible et que tout ce qui s'écarte de la Bible ne vaut rien, tant qu'on en sera resté à ce niveau-là, on n'avancera pas. Jean-Gabriel Grélé, nous allons dans quelques instants passer à la dernière partie de cette émission. Nous parlerons justement des autorités qui travaillent sur le sujet encore et surtout actuellement. Et avant de parler de cela, j'aimerais, après une toute petite respiration musicale, que vous reveniez sur les grands rapports qui ont marqué l'histoire ufologique. On a parlé de Condon tout à l'heure. J'aimerais que on s'arrête aussi sur le rapport Cometa. Juste pour mettre en avant que voilà, il y a eu des travaux. Alors après, les résultats et ce qui ressortait de ces travaux n'était pas forcément ce qui était attendu, c'était pas forcément honnête, c'était pas forcément intéressant non plus, ou c'était peut-être caviardé par des personnes qui en fin de vie ont dit si en fait j'ai écrit ça mais je ne pensais pas la même chose. On va y revenir dans quelques instants dans cette dernière partie d'émission. Jean-Gabriel Grélé, nous arrivons à la dernière partie de cette émission. Alors, je vais vous laisser très largement la parole parce qu'on va parler de la situation actuelle, on va parler des différents rapports, on va parler aussi de cette loi qui permet d'avoir accès à ces documents, ce qui vous a permis justement vous-même de rédiger ce livre. Jean-Gabriel Grélé, écoutez, je vais vous laisser commencer ce chapitre parce qu'il est assez vaste. Par quoi souhaitez-vous commencer ? Peut-être, je peux me permettre, juste dire un mot à nos auditeurs des différents rapports officiels qui ont émaillé l'histoire OVNI ? Non, j'aimerais commencer plutôt par le Freedom of Information and Privacy Act, parce qu'il y a une petite histoire qui est très intéressante, très précise, très vérifiable, très facile à vérifier. John Ford, quand il était dans la minorité du Congrès, avait demandé et même exigé que l'US Air Force soit mise en accusation sur le dossier OVNI. Pour la simple raison, c'est que, évidemment, on en était arrivé à des mensonges officiels, comme par exemple des personnes qui avaient vu à Ann Arbor un énorme vaisseau se poser, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient été témoins, et l'explication officielle de l'US Air Force était que c'était probablement des gaz des marais qui avaient été vus. Bon, là, ils ont fait très fort, et finalement, ils se sont fait harakiri, parce que plus personne n'a jamais cru leurs explications. John Ford faisait partie des personnes qui étaient écœurées par les mensonges tout à fait officiels en provenance de l'Air Force, et il a dit, bon, eh bien maintenant, nous allons faire, la minorité au Congrès va faire une commission, et on va interroger les responsables de l'US Air Force. C'était très dangereux pour deux raisons. La première, c'est que l'US Air Force n'était absolument pas responsable de la politique qu'elle mettait en œuvre. Elle n'aurait rien pu répondre. Ce n'était pas elle qui était responsable. Elle n'aurait jamais dû être en accusation. Et quant au président des États-Unis, il pouvait difficilement être mis en accusation, lui aussi, sur ce sujet, pour la simple raison, c'est qu'il était élu et que finalement, il menait la politique pour laquelle il avait été élu. Autrement dit, ça ne risquait pas d'aboutir. Et John Ford, on a réussi à le persuader qu'à la place de cette investigation du Congrès, on allait charger une université et un personnage, un scientifique intègre, qui n'avait rien à voir avec le milieu militaire, de faire une étude totalement objective sur les ovnis. Le personnel intègre en question s'appelait Condon. Le docteur Condon était tellement peu impliqué dans les choses atomiques, etc., que c'est lui qui avait persuadé Roosevelt de recevoir Einstein et Thaler, et qui avait aidé, ces personnes à obtenir la création du Manhattan Project pour créer la bombe atomique au départ. C'est ni plus ni moins que Condon. Il avait été commandant du Manhattan Project lui-même. À part ça, c'était quelqu'un de totalement intègre. C'est vrai qu'il s'était refait une virginité en dirigeant les poids et mesures pendant quelques années, mais ça ne suffisait pas. Bon, il a fait un rapport absolument odieux et mensonger. Le problème n'est pas là, mais le problème est que par une bizarrerie de l'histoire,
John Ford, qui était dans l'opposition à cette époque et qui avait été floué complètement avec le rapport Condon, s'est trouvé être vice-président de Nixon. Et au moment où Nixon a donné sa démission, c'est lui qui est devenu président des États-Unis. Vous vous souvenez de l'histoire. Il a accordé un pardon total à Nixon. Sinon, Nixon probablement ne serait pas ressorti de la clinique où il était conservé. Mais le problème n'est pas là, c'est que John Ford, que tout le monde prenait pour un parfait imbécile. On racontait des histoires incroyables sur John Ford. On disait que s'il lui arrivait de tomber, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire deux choses à la fois, marcher et respirer en même temps, ou des choses comme ça. Bon. John Ford, à peine arrivé en place, il avait de la suite dans les idées. Il a fait voter une loi sur l'accès à l'information et aux informations personnelles concernant la vie privée que pouvait détenir le gouvernement. Et cette loi s'appelle Freedom of Information and Privacy Act, liberté d'information et aussi concernant la vie privée, qui permettait à tout citoyen américain de demander à n'importe quelle partie de l'administration américaine des documents ou son propre dossier. Imaginez que vous puissiez, comme ça, demander aux renseignements généraux le dossier qu'ils ont sur vous. Impensable en France, mais aux États-Unis, peut-être parce qu'on le prenait pour un imbécile, on a voté de façon tout à fait unanime cette loi. Et là, le verre était dans le fruit, ou plutôt the cat was out of the bag. Il n'y avait plus moyen de maintenir le secret concernant les ovnis aux États-Unis. Naturellement, le détail de la loi est très intéressant. Quand un citoyen, qui pouvait être un historien, mais même un citoyen lambda, comme vous et moi, demandait un dossier ou une note ou un document quelconque, quel que soit son niveau de classification, il fallait que ce soit la partie de l'administration à qui c'était demandé qui fasse la preuve que sa déclassification risquait de nuire à la sécurité d'un gens sur le terrain, des choses comme ça. Or, concernant un sujet dont on avait affirmé qu'il n'avait aucune réalité, il était relativement facile aux citoyens concernés de dire « Mais attendez, de quoi êtes-vous en train de parler ? Les ovnis, ça n'existe pas, vous l'avez dit 100 fois. Donc vous n'avez pas refusé de déclassifier des documents là-dessus. » Et là, l'administration s'est trouvée coincée par ses propres mensonges de façon merveilleuse. Ils ont quand même réussi. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous en prie, Jean-Gabriel Grellet, donc notre invité aujourd'hui dans l'émission La Vague d'OVNI, qui a repris son micro. C'est bon. Vous savez toujours, oui. Très très bien. Ils se sont trouvés complètement empêtrés par leurs propres mensonges. Et il n'y a pas eu moyen, ils ont été progressivement obligés de déclassifier un certain nombre de choses. Et ce sont ces documents déclassifiés que j'ai utilisés pour dès mes premiers livres, et en tout cas pour écrire Documents interdits et aussi pour écrire Extraterrestres secret d'État. Secret d'État en question, il est bien abîmé maintenant. Et nous allons pouvoir donc assez facilement en parler parce que ce qui s'est passé aux États-Unis en 1974 par le vote de c'est un acte du Congrès, c'est Freedom of Information and Privacy Act. C'est un acte du Congrès, qui est une chose qui est vraiment un texte de loi qu'on ne peut pas remettre en cause, qui est devenu un texte fondamental. Nous n'avons rien de semblable en France. Ce qui fait que nous avons dû attendre un certain temps avant de découvrir un petit peu quelque chose concernant le sujet qui nous intéresse, quelque chose d'officiel. Et je pense que maintenant, nous allons peut-être pouvoir aborder la suite. La suite, c'est... la suite, nous en connaissons quand même déjà un petit peu. Nous savons, puisque nous avons lu le document concernant les survols de la Scandinavie, nous savons que nos services de renseignement étaient tout à fait impliqués, puisque le document tout entier avait été rédigé d'après un document français
obtenus par des agents, enfin des agents. Remis gracieusement aux autorités américaines. Oui, bien sûr, autant qu'on puisse le savoir. Autant qu'on puisse le savoir. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu le moindre scrupule quand j'ai eu ce document. J'ai vu marqué dans un coin qu'il était déclassifié. Je ne suis pas allé plus loin parce qu'au départ, je croyais vraiment qu'il avait été déclassifié en fonction de la loi Freedom of Information and Privacy Act. Grâce à cette loi, d'ailleurs, nous avons reçu en France 1600 pages dactylographiées, excusez du peu, 1600 pages dactylographiées qui nous ont été facturées 10 cents la page, les 100 premières étant gratuites. Et ça nous a permis, en France, de travailler sur des choses solides, non pas que les observations de particuliers qui ont vu quelque chose dans le ciel ne soient pas solides, mais là, on a pu travailler sur des textes de loi, on a pu travailler sur des synthèses obtenues par comment dirais-je, par Wright-Patterson, c'est-à-dire par toutes les autorités scientifiques et technologiques de l'US Air Force. C'était quand même autre chose. Et naturellement, toutes ces pièces, ces 1300 pages, concernaient les ovnis. Je suis désolé pour les personnes qui pensent encore en termes de petits hommes verts et de soirées bien arrosées le samedi soir. Ça n'a rien à voir. Eh bien, maintenant, je pense que nous allons pouvoir peut-être, dans la lancée, aborder un petit peu le fait que nous avons toujours, évidemment, dans les services de renseignement français, les services de renseignement français ont toujours pris en compte ce paramètre, qu'on appelle parfois le paramètre extérieur, et il n'était hors de question qu'il ne le fasse pas, pour la simple raison, c'est qu'il est clairement de l'obligation des services de renseignement de renseigner le Premier ministre et le Président de la République, et donc de renseigner les autorités du pays, de renseigner aussi d'ailleurs normalement les citoyens élus qui forment le législatif et non pas seulement l'exécutif, parce qu'après tout, nos services ne sont pas aux ordres de l'exécutif, ils sont souvent dirigés par l'exécutif, mais ils font partie, ce sont des services français, et d'ailleurs il n'y a jamais eu le moindre problème. Chacun sait en France que l'opposition ou les gens... Non, de toute façon, la défense nationale est la défense de l'ensemble de la nation et non pas seulement d'un parti politique. Bien. Cela étant dit, donc il est parfaitement légitime de penser que, étant au courant dès 1946, nos services ont continué à se tenir au courant. Ça, je dirais que c'est la moindre des choses. D'autre part, il était à peu près implicite que, normalement, la défense aérienne aussi devait être au courant s'il se passait quelque chose dans le ciel. Si, par hasard, nos radars militaires détectaient des objets qui allaient à des vitesses anormales, qui étaient parfaitement identifiables parce que, par exemple, ils se promenaient à des vitesses de Mach 5 à des altitudes beaucoup trop basses, et si un avion de construction terrestre ou humaine faisait la même chose aujourd'hui encore, il serait très chaud. Mach 5 à 11 000 mètres, il y a des tables qui vous montreront combien l'échauffement cinétique est. Mais dites-vous déjà que pour un avion de ligne qui est en subsonique, l'échauffement cinétique est de près de 30 degrés à Mach 0,8. Donc, il existe des tables pour ceux qui ont envie de vérifier. Nous ne pouvons pas faire voler de façon continue un engin à 5000 à l'heure aux mêmes altitudes que les avions de ligne. Or, 2 fois dans ma carrière, j'ai assisté et mesuré au radar des engins qui nous ont dépassés en ayant précisément ce genre de vitesse. Mais encore une fois, je pense que maintenant, il faut laisser de côté complètement les observations personnelles ou les observations individuelles pour en arriver d'abord au rapport Cometa qui a été publié, si mes souvenirs sont exacts,
en juillet 1999. Et en juillet 1999, le rapport Cometa a été lu, enfin en tout cas a été vendu à peu près à 50 000 exemplaires. On peut considérer qu'il a été probablement plus, mais enfin disons que je n'ai pas les chiffres exacts, et d'ailleurs personne ne les a. On peut considérer qu'il a été lu par au moins 100 000 personnes à l'époque. Ce rapport, qui est quand même intitulé Les ovnis et la défense, semble établir un lien entre les deux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et comme il n'y a pas eu de protestation ni des autorités de la défense, ni de la part des ovnis d'ailleurs, on peut considérer qu'effectivement, le rapport Cometa présentait un intérêt. Pas de dénégation et en même temps une sorte d'étouffement médiatique absolu. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un étouffement médiatique, simplement j'allais noter qu'aucun journal n'a accepté d'en parler. Sinon, je crois Libération, qui avait quelques lignes humoristiques, il y avait 2 ou 3 lignes humoristiques entre guillemets. Hein. C'est vrai que quand on voit les rédacteurs, du rapport Cometa, ce sont des gens qui prêtent à rire. Ah, tout à fait. Il y avait 5 généraux, 2 amiraux, 3 ingénieurs généraux, un haut fonctionnaire de la DST, donc du contre-espionnage français. Alors ça, c'est tout à fait des oseaux qui ont l'habitude de faire des bonnes blagues après boire. Hein, ça, tout à fait. Alors ça a été, en tout cas, l'avis des journalistes français. Il faut dire que les journalistes français ont quand même une particularité. Je ne devrais pas les attaquer de façon générale, mais ce n'est pas du tout une attaque générale. Mais enfin, très souvent, ils sont beaucoup plus au courant des choses que les personnes qu'ils interrogent. Un jour, on verra certainement un journaliste français expliquer de la physique à un prix Nobel de physique. Ça ne s'est pas encore vu, mais ça devrait pouvoir se produire. Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est produit dans le cas du rapport Cometa. Et je dois dire que par contre, le rapport Cometa a été immédiatement traduit en anglais. Il y a eu plusieurs versions et s'est retrouvé en Angleterre et aux États-Unis. Et on m'en a parlé quand je suis allé aux États-Unis ensuite pour la commission Sigma. On m'a parlé du rapport Cometa. Et il a même été probablement traduit en Chine parce que j'ai déjeuné avec un monsieur chinois qui m'a demandé les modalités pour rencontrer les responsables du rapport Cometa et obtenir les droits de traduction en chinois. Cela dit, en France, rien, pratiquement rien. Et c'est sinon quand même une chose. Le rapport Cometa a quand même eu une utilité très particulière et très précise. On ne peut plus, le public ne pourra plus jamais accuser les militaires d'être la grande muette, de refuser toute information sur le sujet ou de dire que le sujet était tellement sulfureux que l'armée refusait d'en parler. C'est l'armée qui en a parlé et c'est le public qui a refusé d'en entendre parler. Autrement dit, on a inversé considérablement la situation. Maintenant, l'armée n'est plus du tout attaquée. C'est plutôt le public qui devrait se sentir attaqué ou auto-attaqué par le silence qui a suivi le rapport. C'est un point très intéressant que nous ne développerons pas dans cette émission parce qu'on n'en a pas le temps, mais on s'est rendu compte lors de précédentes émissions, notamment sur les archives OVNI, que tout ce qui était relatif à ce sujet disparaissait très rapidement de la mémoire, notamment quand les journaux de 20 heures mettaient en avant différentes vagues, en ouvrant leur journal, en disant des personnes ont vu ça, le 20 heures. Eh ben, je défie n'importe quelle personne de se souvenir de cette période, alors que c'est quand même assez rare. Oui. Ça disparaît totalement de la mémoire collective. Oui, tout à fait. Et c'est explicable. C'est explicable. Et c'est pour ça, on va quand même, on va en reparler très, très brièvement. Le rapport Cometa n'ayant eu aucun effet, un certain nombre de citoyens concernés, dont Alain Boudier et moi-même, nous avons pensé que la situation était malsaine. Il n'était pas normal qu'on fasse preuve d'une cécité sélective au niveau presque mondial sur un sujet qui potentiellement présentait un certain nombre d'intérêts. Parmi les intérêts, moi je dois dire que celui que j'ai trouvé le plus important, c'est que
quand on est sûr, quand on devient sûr que d'autres personnes qui ne sont pas de ce monde nous observent, on a tendance d'un seul coup à devenir beaucoup plus critique sur ce qu'on fait. Et sur ce qu'on fait collectivement, bien entendu. Donc déjà pour ça, ça pouvait présenter un intérêt. En tout cas, il est, je pense, malsain que tout le monde tourne le dos à un tel sujet. Je dis bien tout le monde. Que des personnes soient gênées à la suite de croyances religieuses ou de croyances philosophiques, peu importe, croyances philosophiques, disent c'est pas possible, ou même de croyances scientifiques, en disant bon bah les étoiles sont trop loin, c'est pas possible, ça. Bon. Mais que tout le monde, absolument tout le monde, y compris les meilleurs esprits que nous puissions avoir sur Terre, et en particulier en France, et on en a, se détournent d'un tel sujet, systématiquement, refusent même de l'aborder, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est une forme de maladie mentale collective, à mon sens. Je me trompe peut-être, hein, je ne suis pas psychiatre. Et donc nous avons proposé à une société savante qui s'appelle la 3AF, Association Astronautique Aéronautique de France. Nous lui avons proposé, ou plutôt Alain, qui en était membre, a proposé à son directeur, Maurice Scheller, à son président Maurice Scheller, de créer une commission savante à l'intérieur de la 3AF. Et c'est ce qui a été accepté. Et donc, depuis le 1er octobre 2008, c'est la date à laquelle nous avons présenté cette association, cette commission, une commission au sein de la 3AF s'occupe de ce problème. Alors, je pense qu'on pourra, pour les auditeurs qui sont intéressés, pourront reprendre l'annuaire de la 3AF et s'apercevoir que parmi les membres collectifs de la 3AF, nous avons la marine, rien que la marine nationale. Nous avons la SAGEM, Défense, nous avons Dassault Aviation, nous avons énormément de choses. Et donc, il n'y a pas eu de grandes difficultés à gréer cette commission, qui a été de 12 membres à peu près, enfin 10 à 12 membres d'une façon générale, et qui avait la chance d'avoir parmi ses membres Paul Kunzmann, qui était le conseiller scientifique à la fois du CNES et le conseiller scientifique de la 3AF. Il me semble que sous de tels augures, nos travaux avaient toutes les chances d'être sérieux. J'ai eu la chance de présenter cette nouvelle commission, non pas vraiment au public, mais à la presse spécialisée. Vous en avez fait partie, vous en faisiez partie, je crois. Tout à fait. Nexus aussi, et puis naturellement quelques représentants de ce qu'on appelle la presse spécialisée dans la défense nationale. Se trouvait à l'Aéroclub de France le 1er octobre 2008 et a assisté à une présentation. Je dois dire que ma présentation, je l'ai fait volontairement, s'appuyait entièrement sur le fait que nous n'allions pas étudier des phénomènes aérospatiaux non identifiés, contrairement aux cycles dont on nous avait affublés, mais que nous allions bel et bien rechercher les engins qui étaient décrits par les textes de loi américains, par les documents officiels dont nous disposions. Et curieusement, cette exigence de notre part a été parfaitement acceptée. Elle a été acceptée, elle a même été légitimée, si j'ose dire, et de quelle façon? Quand nous avons remis notre rapport d'étape à la SAGEM, et je crois que vous faisiez partie des heureux invités, et ce rapport d'étape a précisé, eh bien voilà, tous nos services de renseignement sont au courant de la réalité matérielle des ovnis, et pas seulement des ovnis, mais aussi des objets aquatiques non identifiés. Ces objets aquatiques non identifiés, ces objets volants non identifiés, de plus, font partie des menaces nouvelles qui sont incluses dans le plan Intruser pour la défense aérienne de la France. Et finalement, une partie de la Direction générale de l'armement
étudie les aspects matériels de tels objets. On avait fait le tour du problème et tout ceci est précisé dans une note de service qui est retranscrite dans ce livre et que vous pourrez faire encadrer ou tout au moins... Tout à fait, hein, c'est à la page 348. Vous pouvez lire le début, ça sera intéressant. Vous allez dire les personnes ou... Vous pouvez y aller, tout ce qui est dessus. Sigle donc la SGDN, le secrétaire général de la Défense nationale. Oui. Les différentes personnes donc, qui le composent. Et on nous dit qu'il y a 5 directions dans la SGDN. La direction Défense et Nation, gestion du secret défense et habilitation, concernant entre autres l'accès au rapport OANI et OVNI, COIA, DGGN, DRM, DGSE, etc. Alors je peux me permettre d'intervenir. COIA, je crois que c'est le centre opérationnel interarmes. D'accord. C'est le moins connu, les autres sont connus. Il y a aussi la direction des affaires internationales et stratégiques, incluant l'Observatoire des nouvelles menaces, dont OANI et OVNI, dans le cadre de la gestion au quotidien du plan Intrusair dont vous nous parliez il y a quelques instants. Il y a la direction technologique et affaires sensibles, incluant entre autres l'exploitation scientifique et technique des rapports et éléments matériels, question OANI, OVNI. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Voilà, je pense que... Alors maintenant, j'ai l'impression que on a un petit peu quitté le domaine des petits hommes verts. Ouais. Pour s'approcher un peu de la réalité des choses. On parle de matériel. Hein. Réalité matérielle, concrète des choses, qui est connue de nos services depuis 1946, excusez du peu. Et on pouvait accuser les services avec un S majuscule et l'armée d'être la grande muette, etc., en oubliant allègrement qu'elle est aux ordres de la nation et que si elle se tait, c'est que la nation souhaite qu'elle le fasse. Mais bon, laissons ça de côté. En 2008, si je peux me permettre, lorsque vous présentez pour la première fois justement cette commission Sigma, on peut imaginer, on peut se dire, les gens ont été pris par surprise. Ils ont été surpris. Pas du tout. Non, mais c'est ça, justement. Pas du tout. Ce qui est extraordinaire, c'est quand on en avait déjà parlé à l'antenne, mais pour ceux qui n'avaient pas entendu cette émission, c'est quand même assez extraordinaire, c'est de noter qu'en 2011, lors de ce rapport d'étape à la SAGEM... 2010. En 2010, pardon. Ça passe vite, c'est incroyable. 30 mai 2010, donc, on aurait pu se dire, ceux qui étaient là en 2008, ils ne feront pas reprendre 2 fois, et de toute façon, ils pensent que ça va dans le mur. Quand on voit les personnes qui étaient présentes lors de cette réunion, enfin ce rapport d'étape à la SAGEM, on en avait parlé à l'antenne, il y avait des généraux, il y avait des militaires, il y avait des personnes très très haut placées, oui. et qui regardaient, c'était Alain Boudier qui présentait donc ce rapport d'étape, sans rire, en souriant de temps en temps d'un air entendu. En approuvant de la tête. Et en approuvant de la tête, et on regarde ça, on se dit non, ce n'est pas une mise en scène, je sais ce que je vois, je sais ce qu'il se passe, et on voit que le sujet est tout à fait pris au sérieux. Voilà. C'est une suite. Hein. Oui, voilà. Alors bon, on sait maintenant qu'en France, il y a certaines personnes qui le prennent au sérieux. Et pas des moindres. Bon, ma foi, je regrette que parmi les penseurs, les historiens, les philosophes français, aucun, et les historiens, aucun ne se soit intéressé à ce sujet. Je le déplore. Parce que j'aurais probablement pu utiliser ma retraite à apprendre à jouer au golf au lieu de passer mon temps à rédiger des livres sur mon ordinateur. Ça aurait été déjà fait par des personnes beaucoup plus compétentes que moi. Jean-Gabriel Grellet, nous ne sommes plus très très loin de la fin de cette émission. Au-delà de ce document dont on vient de parler, je propose à tous nos auditeurs de se procurer le livre pour justement lire ce chapitre consacré à finalement ce qui est une divulgation, tout simplement. Oui, bien sûr, évidemment, c'est une divulgation. Alors pas du secret en lui-même, mais du fait que, je dis secret parce qu'on n'a pas encore véritablement de réponse, c'est pas une divulgation, ce ne sont pas des réponses, toutes les réponses que vous allez avoir sur le phénomène, mais c'est plus la confirmation qu'au plus haut niveau, alors pour les États-Unis on le savait, mais pour la France, qu'au plus haut niveau... On sait que pour la France c'est pareil. Que c'est pareil, qu'on s'y intéresse, qu'on s'en inquiète peut-être, et qu'on essaie d'en savoir plus. Bien, c'est un élément qui évidemment concerne la défense nationale, mais elle concerne la défense du monde tout entier. Je dis potentiellement, peut-être nous n'avons pas du tout à nous défendre, peut-être serait-il absurde d'essayer de nous défendre contre des personnes ou des éléments
qui ont un tel pouvoir et en tout cas une technologie tellement supérieure aux nôtres. Donc la défense n'est pas forcément, mais en tout cas, les éléments de ce qu'on appelle la défense nationale, eux sont bien obligés de prendre en compte, au moins potentiellement, obligés de prendre en compte cette menace potentielle. Voilà. Jean-Gabriel Grélet, vers quelle recherche vous dirigez-vous actuellement ? Actuellement, je m'intéresse beaucoup plus... je m'intéresse à une liaison qui peut paraître bizarre entre le bouddhisme et ce sujet. Parce que j'ai eu l'occasion, et ça fait maintenant des années, même des décennies que je m'intéresse au sujet, les seules personnes qui acceptent sans la moindre gêne la possibilité, même la probabilité d'une présence autre qu'humaine dans notre environnement sont les bouddhistes. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Dans beaucoup de sutras, il est précisé que des devas et des aryas, c'est-à-dire des demi-dieux et des nobles, assistent au sermon de Bouddha. Donc il est tout à fait classique. De plus, pour ceux d'entre vous qui ont lu le Bardo Thodol, vous vous souviendrez qu'à un moment dans le Bardo Thodol, on vous dit si vous observez une lueur jaune, n'y allez pas, c'est le domaine des demi-dieux, le domaine des devas, n'y allez pas. La renaissance sous forme de deva n'est pas une bonne renaissance. Autrement dit, non seulement les bouddhistes prennent en compte l'existence de demi-dieux, on peut les appeler extraterrestres, on peut les appeler des demi-dieux, mais ça, c'est probablement les mêmes. Mais en plus, ils considèrent que ces êtres ne sont pas libérés a priori des contingences et des illusions de l'existence, et donc que pour un bodhisattva, par exemple, un bodhisattva leur doit toute la compassion dont il est capable. Et Jean-Gabriel Grélet, enfin, pour terminer cette émission, est-ce que vous avez toujours cette impression, ce ressenti qu'on vous encourage au sein des différentes structures que vous allez visiter en compagnie notamment d'Alain Boudier pour la 3AF, pour la commission Sigma. Est-ce que vous avez l'impression que, comme au début, vraiment on vous dit il était temps que vous veniez nous voir parce qu'on a des choses à dire ? Non, c'est même pas ça. J'ai jamais eu la... Bien sûr que nous sommes les bienvenus et je dois dire que j'ai l'impression de participer tout à fait volontairement et de façon tout à fait consciente, de participer effectivement à une forme de divulgation dont nous avions déjà parlé à Washington au cours d'un des déplacements, pour dire au lobby qui nous avait invités, la divulgation telle que vous l'imaginez, elle serait dangereuse, elle ne servira à rien, et puis politiquement, elle n'est pas possible. Vous ne pouvez pas exiger du président Obama qu'il se présente devant l'Assemblée nationale des Nations Unies avec M. Ben Ki-moon et qu'il raconte tout ça. Il y a eu trop de cachotterie, et puis finalement, il y a aussi le fait que de nombreux groupes humains n'ont pas du tout envie d'en entendre parler. Autrement dit, nous avions, dès l'époque, dit que nous pensions qu'une divulgation à la française, une divulgation où ceux qui veulent savoir peuvent savoir et peuvent avoir tous les éléments concrets nécessaires, mais que ceux qui ne veulent pas savoir peuvent continuer à ne pas se retourner pour ne pas voir l'OVNI qui s'est posé derrière eux. Personne n'est obligé de croire. Personne n'est obligé de savoir. Il n'y aura, je pense et j'espère, aucune révélation officielle. Ce n'en est pas une. Ce n'en est pas une du tout. Simplement, ce livre fournit les éléments aux personnes qui sont intéressées, les éléments nécessaires et suffisants. Voilà. Merci beaucoup Jean-Gabriel Grélet qui était notre invité aujourd'hui pour l'émission La Vague d'OVNI. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Document interdit, la fin d'un secret. C'est aux éditions d'Hervy Poche. On peut le montrer, oui. Oui, on peut le montrer à la caméra. Cette émission a été entièrement filmée. D'ailleurs, vous pourrez la retrouver sur le site internet de la radio ici-et-maintenant.com. Vous écoutez effectivement Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici-et-maintenant.com sur Internet. C'était l'émission La Vague d'OVNI, tous les mardis soirs à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h, émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre.